Avez-vous déjà passé des mois à chouchouter vos plants, à les arroser avec amour, pour finalement ne récolter que 3 petits légumes tordus et amers à la fin de l'été? C'est incroyablement frustrant, n'est-ce pas? Et si je vous disais que tout ce que vous pensiez savoir sur la plantation de ce légume star de l'été était probablement faux? Aujourd'hui, nous allons parler de la culture des concombres. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez une méthode si efficace que vous devrez distribuer vos excédents de récolte à tous vos voisins. Nous allons briser quelques mythes tenaces et découvrir ensemble des techniques redoutables pour obtenir une production massive et surtout beaucoup plus tôt dans la saison. D'ailleurs, dites-moi tout de suite dans les commentaires, êtes-vous plutôt du genre à semer vos propres graines à l'intérieur ou préférez-vous acheter des jeunes plants tout prêts à la jardinerie? Prenez position, car la réponse pourrait bien changer la donne. Pour bien comprendre comment pirater la croissance de cette plante, il faut d'abord remonter un peu dans le temps. Le concombre est originaire des régions chaudes de l'Inde, au pied de la chaîne de l'Himalaya. Il y pousse depuis plus de 3000 ans. Cela nous donne un indice crucial sur sa personnalité. C'est une plante tropicale qui adore la chaleur et l'humidité, mais qui déteste avoir les pieds dans l'eau froide. Au fil des siècles, les jardiniers du monde entier ont essayé de l'adapter à des climats plus froids, souvent avec difficulté. Le problème moderne, c'est que nous essayons souvent de le cultiver comme une vulgaire salade ou comme une tomate rustique. Or, ce légume liane a des besoins très spécifiques en matière de température du sol, de structure des racines et de nutriments. Si on ne respecte pas son héritage tropical, la plante stresse, bloque sa croissance et refuse de produire des fleurs femelles. C'est exactement ce que nous allons éviter grâce à la méthode que je vais vous détailler étape par étape. Abordons tout de suite le premier secret qui concerne le choix de vos graines. Il y a un mythe très tenace dans le monde du potager qui affirme qu'il faut toujours utiliser les semences les plus fraîches possibles pour garantir une bonne germination. Eh bien, c'est une grave erreur pour cette culture spécifique. Si vous plantez des graines récoltées l'année dernière, vous allez vous retrouver avec une magnifique jungle de feuilles bien vertes, mais avec énormément de fleurs mâles. Or, les fleurs mâles ne donnent absolument aucun fruit. Pour obtenir une récolte massive, vous avez besoin d'une explosion de fleurs femelles. Et l'astuce ultime, c'est d'utiliser des semences qui ont au moins 2 ou 3 ans d'âge. Plus la graine vieillit, plus sa génétique s'adapte pour produire des plants riches en fleurs femelles. Si vous n'avez que des semences récentes sous la main, pas de panique. Vous pouvez recréer ce vieillissement artificiel en les plaçant dans un petit sachet en papier, près d'un radiateur tiède, pendant environ 30 jours avant le semis. Cette chaleur douce va déclencher le même mécanisme de survie et vous garantir des dizaines de futurs fruits. Passons maintenant à la préparation avant la mise en terre. Ne jetez jamais vos graines directement dans le terreau sec. C'est comme essayer de réveiller quelqu'un en lui jetant un seau d'eau glacée au visage. Pour un démarrage explosif, il faut les réveiller en douceur avec un bain stimulant. L'idée est de faire tremper vos semences pendant 12 heures dans une solution spéciale. Oubliez l'eau du robinet pleine de chlore. Utilisez de l'eau de pluie à température ambiante, dans laquelle vous aurez ajouté quelques gouttes de jus d'aloe vera pur, ou bien une simple infusion de camomille refroidie. Ces éléments naturels agissent comme des hormones de croissance surpuissantes pour la jeune pousse. Ils ramollissent l'enveloppe dure de la graine et détruisent les éventuels champignons pathogènes invisibles à l'œil nu. Une fois que la petite racine blanche pointe le bout de son nez, vous savez que votre plante a une énergie maximale. Ce simple geste de trempage vous fera gagner au moins 1 semaine à 10 jours sur la date de votre première récolte par rapport à un semis classique à sec. Il est temps de parler du moment fatidique de la plantation à l'extérieur. Oubliez complètement votre calendrier traditionnel ou les dates fixes que vous lisez dans les livres anciens. La météo change et la plante ne sait pas lire. Le seul indicateur fiable, c'est la température de votre sol, pas celle de l'air. C'est une erreur que font 90% des débutants. Vous pouvez avoir une belle journée printanière à 20 degrés, si la terre est encore à 10 degrés, vos jeunes plants vont subir un choc thermique terrible. Leurs racines vont se figer, les feuilles vont jaunir et ils mettront des semaines à s'en remettre.
Le secret est de s'équiper d'un petit thermomètre de cuisine. Enfoncez-le dans la terre à environ 10 cm de profondeur. Vous devez attendre que le sol atteigne au minimum 15 degrés de manière constante, de jour comme de nuit. Si vous êtes pressé, vous pouvez réchauffer artificiellement votre parcelle en étalant une bâche en plastique noir sur la terre pendant 2 semaines avant de planter. Le plastique va capter les rayons du soleil et créer un effet de serre souterrain parfait. Mais nous pouvons faire encore mieux que la bâche noire. Pour garantir un environnement tropical dès les premiers jours, nous allons créer ce que l'on appelle un lit chaud. C'est la technique secrète des maraîchers professionnels pour avoir des légumes d'été au printemps. Le principe est simple, mais redoutablement efficace. Creusez une tranchée d'environ 30 cm de profondeur là où vous allez planter. Remplissez la moitié de cette tranchée avec du fumier de cheval frais ou de l'herbe de tonte fraîche mélangée à des feuilles mortes. Ensuite, recouvrez le tout avec votre bonne terre de jardin. Que va-t-il se passer? La matière organique en dessous va commencer à se décomposer. Cette décomposition naturelle crée une fermentation qui dégage une chaleur douce et constante, comme un petit radiateur souterrain naturel. Vos jeunes racines vont plonger vers cette source de chaleur bienfaisante. Non seulement elles seront protégées des nuits fraîches, mais en plus, elles trouveront un véritable festin de nutriments une fois qu'elles atteindront la couche en décomposition. C'est le turbo ultime pour une croissance accélérée. Parlons de l'espacement, car c'est ici que beaucoup se trompent par gourmandise. On a souvent tendance à vouloir serrer un maximum de plants dans un petit espace pour avoir plus de légumes. C'est totalement contre-productif. Ces plantes ont de très grandes feuilles qui transpirent beaucoup. Si vous les collez les unes aux autres, l'air ne pourra plus circuler. L'humidité va stagner, et c'est la porte ouverte à toutes les maladies cryptogamiques, notamment le terrible oïdium, cette poudre blanche qui dévaste les feuilles. Laissez un espace vital d'au moins 60 cm entre chaque plant. Imaginez que chaque plante a besoin de respirer profondément. Ce grand espacement permet au vent de sécher rapidement le feuillage après une averse ou la rosée du matin. De plus, les racines auront suffisamment de place sous terre pour chercher leur nourriture sans entrer en compétition avec leurs voisines. Vous aurez peut-être moins de pieds au mètre carré, mais je vous garantis que chaque pied produira 3 fois plus, avec une santé de fer jusqu'à la fin de l'automne. La profondeur de plantation est un autre détail qui fait toute la différence entre un succès éclatant et un échec cuisant. Contrairement à la tomate que l'on peut enterrer très profondément pour qu'elle fasse de nouvelles racines sur sa tige, notre plante tropicale du jour déteste avoir le cou dans l'humidité. Si vous enterrez la base de la tige, là où se trouvent les 2 premières petites feuilles rondes appelées cotylédons, vous risquez presque à coup sûr la pourriture du collet. La tige va ramollir, devenir brune, et la plante entière va s'effondrer d'un seul coup. La technique parfaite consiste à planter votre motte de façon à ce que le haut du terreau d'origine soit légèrement surélevé par rapport au niveau du sol du jardin. Formez une toute petite butte. Ainsi, lors des fortes pluies ou des arrosages, l'eau va s'écouler loin de la tige principale. La base de la plante restera bien au sec et aérée, tandis que les racines en profondeur iront puiser l'eau dont elles ont besoin. C'est une prévention mécanique toute simple, mais extrêmement puissante contre la mortalité infantile des plantes. Entrons dans le vif du sujet avec l'arrosage. Si vous retenez une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, bannissez l'eau froide. Je l'ai déjà mentionné, nos racines sont d'origine tropicale. Imaginez que vous prenez une douche bien chaude et que soudainement, quelqu'un verse un seau d'eau à 10 degrés sur vous. Vous seriez tétanisé. C'est exactement ce que ressent votre potager si vous arrosez avec l'eau directement sortie du tuyau, branchée sur le réseau de la ville, ou même l'eau profonde d'un puits. Ce choc thermique bloque instantanément l'assimilation des nutriments et peut stopper la croissance pendant plusieurs jours. Pire, cela rend les fruits extrêmement amers. La solution est de remplir vos arrosoirs le matin et de les laisser en plein soleil toute la journée. L'eau va se réchauffer tranquillement. Le soir venu, au moment d'arroser, vous offrirez à vos cultures une eau tiède, à la même température que la terre. C'est un petit détail logistique, mais il propulse le bien-être de vos plantes à un niveau supérieur.
Toujours sur le thème de l'arrosage, il faut casser le mythe de la petite douche quotidienne. Beaucoup de personnes pensent bien faire en donnant un petit peu d'eau tous les jours en surface. Le problème avec cette méthode, c'est que vous habituez les racines à rester dans les 5 premiers centimètres du sol, puisqu'elles y trouvent leur bonheur facilement. Mais au premier gros coup de chaleur de l'été, cette couche superficielle va s'assécher en quelques heures et votre plante va mourir de soif très rapidement. Le secret d'une récolte abondante et résistante à la sécheresse, c'est l'arrosage profond et espacé. Au lieu d'arroser un petit peu tous les jours, apportez une très grande quantité d'eau, environ 10 à 15 litres par pied, 1 ou 2 fois par semaine maximum, selon votre climat. Cette inondation contrôlée va forcer l'eau à descendre profondément dans la terre. Les racines, intelligentes, vont suivre cette humidité vers les profondeurs. Vous obtiendrez un système racinaire profond et robuste, capable de trouver de l'eau même pendant la canicule du mois d'août. Mais tout cet arrosage ne sert à rien si vous laissez votre terre à nu. Le soleil va frapper le sol, l'eau va s'évaporer en un clin d'œil et la surface va se craqueler comme du béton. C'est là qu'intervient la magie du paillage. Dès que vos plants ont atteint une vingtaine de centimètres de hauteur, couvrez le sol autour d'eux avec une couche épaisse de matière organique. Vous pouvez utiliser de la paille bien sèche, des déchets de tonte préalablement séchés au soleil, ou même des feuilles mortes broyées. Visez une épaisseur généreuse, au moins 10 à 15 cm. Ce manteau protecteur agit comme une éponge géante. Il retient l'humidité de vos arrosages, garde le sol à une température fraîche et constante pendant les grosses chaleurs, et surtout, il empêche les mauvaises herbes de pousser. De plus, en se décomposant lentement, ce paillage va nourrir les vers de terre et toute la vie microbienne du sol, qui à leur tour vont fabriquer le meilleur des engrais naturels pour vos légumes. C'est un cercle vertueux indispensable. Passons à une technique qui va littéralement transformer votre potager, la culture verticale. Traditionnellement, on laisse souvent ces lianes courir sur le sol. C'est une erreur monumentale si vous voulez une grosse production. Au sol, les fruits sont à la merci des limaces, de la pourriture due au contact avec la terre humide, et les feuilles s'abîment très vite. La solution, c'est de les faire grimper. Installez un treillis solide, un filet à ramer, ou même un vieux sommier à ressort accroché à des piquets. Guidez délicatement la tige principale sur ce support au fur et à mesure de sa croissance. En cultivant à la verticale, vous gagnez énormément de place au sol. Le feuillage est parfaitement aéré et baigné de soleil, ce qui réduit les risques de maladies de 80%. De plus, les légumes vont pendre dans le vide. Ils pousseront bien droit, seront d'une couleur verte uniforme, propre, et surtout, ils seront à hauteur d'homme pour une récolte ultra facile. Vous n'aurez plus jamais besoin de chercher vos légumes cachés sous la boue. Voici maintenant le secret le plus difficile à appliquer psychologiquement pour un jardinier débutant. La taille impitoyable des premiers centimètres. Quand votre liane commence à grimper, vous allez remarquer que de petites branches secondaires, et même de petites fleurs, commencent à se former à l'aisselle des toutes premières feuilles en bas de la tige. Votre instinct vous dira de les garder pour avoir des fruits très vite. Il faut résister à cette tentation. Le secret des professionnels est de supprimer absolument tout ce qui pousse sur les 40 premiers centimètres en partant du sol. Enlevez les jeunes pousses latérales, coupez les premières fleurs. Pourquoi faire cela? Parce qu'à ce stade, la plante n'est pas encore assez forte. Si elle donne de l'énergie pour faire grossir un fruit tout en bas, elle va arrêter de grandir vers le haut. En éliminant ces premières tentatives, vous forcez la sève à monter et à développer un système racinaire puissant et un feuillage dense. L'attente sera récompensée par une explosion de production sur la partie haute et moyenne de la liane. Pour soutenir cette croissance phénoménale, il va falloir nourrir la bête, mais pas n'importe comment, ni à n'importe quel moment. La nutrition se divise en 2 phases très distinctes. Dans les premières semaines, au moment du développement des feuilles et de la tige, la plante a un besoin vital d'azote. Oubliez les engrais chimiques hors de prix. Le meilleur fertilisant au monde pour cette étape est totalement gratuit. C'est le fameux purin d'ortie. Si vous faites macérer 1 kilo d'ortie fraîche dans 10 litres d'eau pendant environ 10 jours, vous obtenez un élixir magique.
Diluez 1 litre de cette potion dans un arrosoir d'eau tiède et donnez cela à vos plantes une fois tous les 15 jours au début de l'été. Vous verrez vos lianes littéralement doubler de volume, avec un feuillage d'un vert profond, éclatant de santé. Mais attention, c'est comme le café, il ne faut pas en abuser. Trop d'azote donnera beaucoup de feuilles gigantesques, mais retardera gravement l'apparition des fleurs et des fruits. C'est justement là qu'intervient la deuxième phase de nutrition. Dès que vous voyez les premières véritables fleurs se former sur la partie moyenne de la tige, il faut changer de stratégie. Il faut arrêter net les apports en azote du purin d'ortie. Maintenant, la plante a besoin de potassium et de phosphore pour transformer ses fleurs en de magnifiques légumes charnus. L'astuce naturelle idéale ici est d'utiliser la cendre de bois de votre cheminée ou de votre barbecue, à condition que le bois n'ait pas été traité. Saupoudrez légèrement une poignée de cendre fine autour de la base de chaque pied, juste avant de remettre le paillage ou avant une pluie. La cendre est une mine d'or en potassium. Vous pouvez également utiliser du purin de consoude, préparé de la même manière que celui d'ortie. Cette transition alimentaire est le déclencheur secret qui dit à la plante « Arrête de faire des feuilles et concentre toute ton énergie pour fabriquer une abondance de fruits massifs et bien croquants. » Parlons d'un problème très fréquent, les fleurs qui tombent toutes seules sans jamais donner de fruits. C'est souvent un problème de pollinisation. Il faut savoir qu'il existe des variétés modernes, dites parthénocarpiques, qui font des fruits sans avoir besoin d'être pollinisés. Mais si vous cultivez des variétés traditionnelles anciennes, vous avez besoin des abeilles et des bourdons pour transporter le pollen des fleurs mâles vers les fleurs femelles. Si la météo est capricieuse ou si vous manquez d'insectes dans votre jardin, vous devez intervenir. La technique est amusante et très simple. Prenez un petit pinceau doux, comme ceux utilisés pour la peinture à l'eau ou le maquillage. Le matin, quand les fleurs sont bien ouvertes, frottez doucement le centre d'une fleur mâle, celle qui n'a pas de petits fruits miniatures à sa base. Le pinceau va se charger de poudre jaune. Allez ensuite caresser délicatement le centre des fleurs femelles, celles qui possèdent déjà un minuscule bébé légume à l'arrière des pétales. En quelques secondes, vous venez de garantir 100% de réussite pour chaque fleur touchée. Dans le jardinage naturel, on n'est jamais seul, et le choix du voisinage est primordial. C'est ce qu'on appelle les associations de culture. Notre liane tropicale a de grands amis qui vont l'aider à prospérer. Le meilleur d'entre eux est sans aucun doute le maïs doux. En plantant des tiges de maïs juste au sud de vos lianes, vous allez créer un microclimat fantastique. Le maïs va faire une ombre légère et filtrante pendant les heures les plus brûlantes de l'après-midi, évitant ainsi que les feuilles de vos cultures ne grillent au soleil. De plus, le maïs peut servir de tuteur naturel très solide. Un autre excellent compagnon est le haricot grimpant ou le haricot nain. Les haricots ont la capacité extraordinaire de capter l'azote de l'air et de le fixer dans le sol, directement à la disposition des racines de leurs voisins. En regroupant ces trois plantes, vous recréez la fameuse technique ancestrale des trois sœurs, qui garantit un équilibre parfait et une croissance mutuelle spectaculaire. À l'inverse, il y a des associations désastreuses qu'il faut fuir à tout prix, sous peine de voir votre récolte ruinée. Le pire ennemi absolu de notre liane végétale, c'est la pomme de terre. Ne les plantez jamais côte à côte. Pourquoi? D'abord parce qu'elles sont toutes les deux de très grandes gourmandes en eau et en nutriments. Elles vont se livrer une guerre sans merci sous la terre, et c'est souvent la pomme de terre qui gagne. Ensuite, la pomme de terre dégage des substances dans le sol qui inhibent la croissance des lianes. Enfin, elles sont sensibles à des maladies similaires, et la proximité augmente les risques de contamination croisée, notamment avec le mildiou. Un autre groupe de voisins à éviter concerne les herbes fortement aromatiques, comme la sauge, le romarin ou la menthe. Leurs huiles essentielles puissantes, diffusées dans l'air ou dans le sol, perturbent fortement le développement subtil des légumes riches en eau. Gardez vos herbes aromatiques de l'autre côté du jardin pour assurer la tranquillité de vos récoltes estivales. Même avec la meilleure volonté du monde, il arrive que des intrus s'invitent au festin. Le ravageur le plus fréquent est le puceron noir. Ces petites bêtes s'agglutinent sous les jeunes feuilles
et sucent la sève, ce qui affaiblit la plante et recroqueville le feuillage. S'il vous plaît, ne sortez pas les produits chimiques toxiques qui vont tuer aussi vos précieux pollinisateurs. La solution est douce et redoutablement efficace. Dès l'apparition des premiers pucerons, préparez un vaporisateur. Mélangez 1 litre d'eau tiède avec une belle cuillère à soupe de savon noir liquide, de préférence à l'huile d'olive. Vaporisez généreusement ce mélange le soir, surtout sur le dessous des feuilles. Le savon noir va engluer les pucerons et les étouffer doucement, sans aucune toxicité pour la plante, pour vous ou pour les coccinelles environnantes. D'ailleurs, si vous avez bien fleuri votre jardin avec des œillets d'Inde ou de la bourrache, les coccinelles viendront naturellement dévorer les pucerons survivants, faisant le travail de nettoyage à votre place. Outrez les insectes, la plus grande frayeur du jardinier reste les maladies des feuilles, et le grand champion de la fin d'été est l'oïdium. Vous savez, cette fine poudre blanche et poussiéreuse qui recouvre les feuilles comme de la farine, pour finalement les faire sécher et mourir. L'oïdium apparaît quand les journées sont chaudes et les nuits fraîches et humides. Pour lutter de manière préventive et curative, il y a une recette de grand-mère absolument fantastique que la science a dit. Il s'agit d'une simple pulvérisation de lait. Mélangez 1/10 de lait, demi-écrémé ou entier peu importe, avec 9/10 d'eau. Ajoutez une toute petite cuillère à café de bicarbonate de soude. Vaporisez ce mélange sur le feuillage 1 fois par semaine. Le lait contient des protéines qui réagissent au soleil pour créer un léger effet antiseptique, tandis que le bicarbonate modifie l'acidité de la surface de la feuille. Ce changement de pH rend l'environnement totalement hostile pour le champignon microscopique. C'est biologique, économique, et cela sauve des récoltes entières. Nous arrivons au moment le plus joyeux, la récolte. Mais attention, la façon dont vous récoltez va directement influencer la quantité totale que vous obtiendrez sur la saison. Le plus grand défaut est de laisser les légumes grossir démesurément sur la liane, pensant avoir de plus gros morceaux à manger. C'est la pire chose à faire. La mission de la plante est de reproduire son espèce en créant des graines matures. Si vous laissez un seul fruit devenir énorme, jaune et rempli de grosses graines dures, le cerveau de la plante se dit « Ça y est, j'ai accompli ma mission de reproduction, je peux m'arrêter de travailler ». La liane va cesser de produire de nouvelles fleurs et va dépérir prématurément. Le secret d'une production continue est de récolter jeune et très souvent. Ramassez vos légumes tous les 2 jours, dès qu'ils atteignent 15 à 20 cm selon la variété. À ce stade, ils sont ultra croquants, sans aucune amertume et avec des pépins presque invisibles. Surtout, cette cueillette constante frustre la plante et la pousse à recréer de nouvelles fleurs sans arrêt pour tenter de finir sa mission. Enfin, parlons de la gestion de fin de saison pour prolonger le plaisir jusqu'aux portes de l'automne. Au mois d'août, votre liane aura sûrement produit abondamment. Les feuilles du bas, les plus anciennes, vont commencer à jaunir, à sécher et à attraper des taches. C'est le cycle naturel. L'astuce majeure ici est l'assainissement régulier. Munissez-vous d'un sécateur bien désinfecté et coupez sans pitié toutes ces vieilles feuilles malades ou abîmées à la base de la plante. N'ayez pas peur de mettre la tige à nu sur le 1er mètre. Cela va permettre de relancer une circulation d'air parfaite au moment où la rosée du matin devient plus abondante en fin d'été. Toute la sève sera redirigée vers la partie supérieure de la plante, qui restera jeune, verte et vigoureuse. En ajoutant un dernier apport de compost frais à la base et en protégeant les racines avec une bonne couche de paille pour garder la chaleur du sol, vous pouvez facilement récolter vos légumes croquants jusqu'à fin octobre, bien après que le potager de vos voisins soit complètement desséché et abandonné. Et voilà, le grand tournant de votre saison potagère se trouve dans ces quelques règles simples. Le véritable secret, la révélation ultime, c'est que la plante n'est pas têtue. Elle est simplement exigeante sur ses origines tropicales. En remplaçant l'eau froide par de l'eau tiède, en oubliant le calendrier pour écouter la chaleur de la terre, en taillant impitoyablement la base et en récoltant les fruits lorsqu'ils sont encore jeunes, vous changez complètement la chimie interne de la liane. Ce ne sont pas de simples astuces, ce sont de véritables leviers d'abondance.
Si vous appliquez rigoureusement cette méthode de la chaleur et de l'espace, je vous garantis une récolte tellement massive que vous devrez chercher de nouvelles recettes de conserve. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ces conseils vous ont été utiles, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, de lâcher un gros pouce bleu et de partager cette vidéo avec vos amis jardiniers. Et avant de vous quitter, j'aimerais lancer le débat. Préférez-vous cultiver de grandes variétés longues pour faire des salades ou plutôt de toutes petites variétés à faire confire dans le vinaigre, comme des cornichons? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.